Chapitre 59. Monsieur Noirtier de Villefort. Voici ce qui s'était passé dans la maison du procureur du roi, après le départ de madame Danglars et de sa fille, et pendant la conversation que nous venons de rapporter. Monsieur de Villefort était entré chez son père, suivi de madame de Villefort. Quant à Valentine, nous savons où elle était. Tous deux, après avoir salué le vieillard, après avoir congédié Barrois, vieux domestique depuis plus de 25 ans à son service, avaient pris place à ses côtés. Monsieur Noirtier, assis dans son grand fauteuil à roulettes, où on le plaçait le matin et d'où on le tirait le soir, assis devant une glace qui réfléchissait tout l'appartement et lui permettait de voir, sans même tenter un mouvement devenu impossible, qui entrait dans sa chambre, qui en sortait, et ce qu'on faisait tout autour de lui. Monsieur Noirtier, immobile comme un cadavre, regardait avec des yeux intelligents et vifs ses enfants, dont la cérémonieuse révérence lui annonçait quelques démarches officielles inattendues. La vue et l'ouïe étaient les deux seuls sens qui animassent encore, comme deux étincelles, cette matière humaine déjà aux trois quarts façonnée pour la tombe. Encore, de ces deux sens, un seul pouvait-il révéler au dehors la vie intérieure qui animait la statue, et le regard qui dénonçait cette vie intérieure était semblable à une de ces lumières lointaines qui, durant la nuit, apprennent aux voyageurs perdus dans un désert qu'il y a encore un être existant qui veille dans ce silence et cette obscurité. Aussi, dans cet œil noir du vieux Noirtier, surmonté d'un sourcil noir, tandis que toute la chevelure qu'il portait longue et pendante sur les épaules était blanche, dans cet œil, comme cela arrive pour tout organe de l'homme exercé aux dépens des autres organes, s'était concentrée toute l'activité, toute l'adresse, toute la force, toute l'intelligence répandue autrefois dans ce corps et dans cet esprit. Certes, le geste du bras, le son de sa voix, l'attitude du corps manquaient, mais cet œil puissant suppléait à tout. Il commandait avec les yeux. Il remerciait avec les yeux. C'était un cadavre avec des yeux vivants, et rien n'était plus effrayant parfois que ce visage de marbre, au haut duquel s'allumait une colère, où luisait une joie. 3 personnes seulement savaient comprendre ce langage du pauvre paralytique. C'était Villefort, Valentine et le vieux domestique dont nous avons déjà parlé. Mais comme Villefort ne voyait que rarement son père, et pour ainsi dire, quand il ne pouvait faire autrement, comme lorsqu'il le voyait, il ne cherchait pas à lui plaire en le comprenant, tout le bonheur du vieillard reposait en sa petite fille. Et Valentine était parvenue, à force de dévouement, d'amour et de patience, à comprendre du regard toutes les pensées de Noirtier. À ce langage muet ou inintelligible pour tout autre, elle répondait avec toute sa voix, toute sa physionomie, toute son âme, de sorte qu'il s'établissait des dialogues animés entre cette jeune fille et cette prétendue argile, à peu près redevenue poussière, et qui cependant était encore un homme d'un savoir immense, d'une pénétration inouïe, et d'une volonté aussi puissante que peut l'être l'âme enfermée dans une matière par laquelle elle a perdu le pouvoir de se faire obéir. Valentine avait donc résolu cet étrange problème de comprendre la pensée du vieillard pour lui faire comprendre sa pensée à elle. Et grâce à cette étude, il était bien rare que pour les choses ordinaires de la vie, elle ne tombât point avec précision sur le désir de cette âme vivante ou sur le besoin de ce cadavre à moitié insensible. Quant au domestique, comme depuis 25 ans, ainsi que nous l'avons dit, il servait son maître. Il connaissait si bien toutes ses habitudes qu'il était rare que Noirtier eût besoin de lui demander quelque chose. Villefort n'avait en conséquence besoin du secours ni de l'un ni de l'autre pour entamer avec son père l'étrange conversation qu'il venait provoquer. Lui-même, nous l'avons dit, connaissait parfaitement le vocabulaire du vieillard, et s'il ne s'en servait point plus souvent, c'était par ennui et par indifférence. Il laissa donc Valentine descendre au jardin, il éloigna donc Barrois, et après avoir pris sa place à la droite de son père, tandis que madame de Villefort s'asseyait à sa gauche, « Monsieur,
dit-il. Ne vous étonnez pas que Valentine ne soit pas montée avec nous et que j'ai éloigné Barrois. Car la conférence que nous allons avoir ensemble est de celles qui ne peuvent avoir lieu devant une jeune fille ou un domestique. Madame de Villefort et moi avons une communication à vous faire. Le visage de Villefort resta impassible pendant ce préambule, tandis qu'au contraire, l'œil de Villefort semblait vouloir plonger jusqu'au plus profond du cœur du vieillard. Cette communication, continua le procureur du roi avec son ton glacé, et qui semblait ne jamais admettre la contestation. Nous sommes sûrs, madame de Villefort et moi, qu'elle vous agréera. L'œil du vieillard continua de demeurer atone. Il écoutait, voilà tout. Monsieur, reprit Villefort, nous marions Valentine. Une figure de cire ne fut pas restée plus froide à cette nouvelle que ne resta la figure du vieillard. Le mariage aura lieu avant 3 mois, reprit Villefort. L'œil du vieillard continua d'être inanimé. Madame de Villefort prit la parole à son tour et se hâta d'ajouter. Nous avons pensé que cette nouvelle aurait de l'intérêt pour vous, monsieur. D'ailleurs, Valentine a toujours semblé attirer votre attention. Il nous reste donc à vous dire seulement le nom du jeune homme qui lui est destiné. C'est un des plus honorables partis auxquels Valentine puisse prétendre. Il a de la fortune, un beau nom et des garanties parfaites de bonheur dans la conduite et les goûts de celui que nous lui destinons, et dont le nom ne doit pas vous être inconnu. Il s'agit de monsieur Franz de Quesnel, baron d'Épinay. Villefort, pendant le petit discours de sa femme, attachait sur le vieillard un regard plus attentif que jamais. Lorsque madame de Villefort prononça le nom de Franz, l'œil de Noirtier, que son fils connaissait si bien, frissonna, et les paupières se dilatant comme eussent pu faire des lèvres pour laisser passer des paroles, laissèrent, elles, passer un éclair. Le procureur du roi, qui savait les anciens rapports d'inimitié publique qui avaient existé entre son père et le père de Franz, comprit ce feu et cette agitation. Mais cependant, il les laissa passer comme inaperçus, et reprenant la parole où sa femme l'avait laissée. « Monsieur, dit-il, il est important, vous le comprenez bien, près comme elle est d'atteindre sa 19e année, que Valentine soit enfin établie. Néanmoins, nous ne vous avons point oublié dans les conférences, et nous nous sommes assurés d'avance, sinon que le mari de Valentine accepterait de vivre près de nous, qui gênerions peut-être un jeune ménage, du moins que vous, que Valentine chérit particulièrement, et qui de votre côté paraissait lui rendre cette affection, vivriez près d'eux, de sorte que vous ne perdrez aucune de vos habitudes, et que vous aurez seulement 2 enfants au lieu d'1 pour veiller sur vous. L'éclair du regard de Noirtier devint sanglant. Assurément, il se passait quelque chose d'affreux dans l'âme de ce vieillard. Assurément, le cri de la douleur et de la colère montait à sa gorge, et ne pouvant éclater, l'étouffait, car son visage s'empourpra et ses lèvres devinrent bleues. Villefort ouvrit tranquillement une fenêtre en disant « Il fait bien chaud ici, et cette chaleur fait mal à monsieur Noirtier. » Puis il revint, mais sans se rasseoir. « Ce mariage, ajouta madame de Villefort, plaît à monsieur d'Épinay et à sa famille. D'ailleurs, sa famille se compose seulement d'un oncle et d'une tante, sa mère étant morte au moment où elle le mettait au monde, et son père ayant été assassiné en 1815, c'est-à-dire quand l'enfant avait 2 ans à peine. Il ne relève donc que de sa propre volonté. »« Assassinat mystérieux, dit Villefort, et dont les auteurs sont restés inconnus, quoique le soupçon ait plané sans s'abattre au-dessus de la tête de beaucoup de gens. » Noirtier fit un tel effort que ses lèvres se contractèrent comme pour un sourire. « Or, continua Villefort, les véritables coupables, ceux-là qui savent qu'ils ont commis le crime, ceux-là sur lesquels peut descendre la justice des hommes pendant leur vie, et la justice de Dieu après leur mort, seraient bien heureux d'être à notre place et d'avoir une fille à offrir à M. Franz d'Épinay pour éteindre jusqu'à l'apparence du soupçon.
Noirtier s'était calmé avec une puissance que l'on n'aurait pas dû attendre de cette organisation brisée. Oui, je comprends, répondit-il du regard à Villefort. Et ce regard exprimait tout ensemble le dédain profond et la colère intelligente. Villefort, de son côté, répondit à ce regard, dans lequel il avait lu ce qu'il contenait, par un léger mouvement d'épaule. Puis il fit signe à sa femme de se lever. Maintenant, monsieur, dit madame de Villefort, agréez tous mes respects. Vous plaît-il qu'Édouard vienne vous présenter ses hommages? Il était convenu que le vieillard exprimait son approbation en fermant les yeux, son refus en les clignant à plusieurs reprises, et avait quelque désir à exprimer quand il les levait au ciel. S'il demandait Valentine, il fermait l'œil droit seulement. S'il demandait Barrois, il fermait l'œil gauche. À la proposition de madame de Villefort, il cligna vivement les yeux. Madame de Villefort, accueillie par un refus évident, se pinça les lèvres. « Je vous enverrai donc Valentine, alors, dit-elle. « Oui, fit le vieillard en fermant les yeux avec vivacité. Monsieur et madame de Villefort saluèrent et sortirent en ordonnant qu'on appelât Valentine. Déjà prévenue, au reste, qu'elle aurait quelque chose à faire dans la journée près de monsieur Noirtier. Derrière eux, Valentine, toute rose encore d'émotion, entra chez le vieillard. Il ne lui fallut qu'un regard pour qu'elle comprît combien souffrait son aïeul et combien de choses il avait à lui dire. « Oh, bon papa, s'écria-t-elle, qu'est-il donc arrivé? On t'a fâché, n'est-ce pas, et tu es en colère? Oui, fit-il en fermant les yeux. Contre qui donc? Contre mon père? Non. Contre madame de Villefort? Non. Contre moi? Le vieillard fit signe que oui. Contre moi? Reprit Valentine étonnée. Le vieillard renouvela le signe. Et que t'ai-je donc fait, cher bon papa? S'écria Valentine. Pas de réponse. Elle continua. Je ne t'ai pas vu de la journée. On t'a donc rapporté quelque chose de moi? Oui, dit le regard du vieillard avec vivacité. Voyons donc que je cherche. Mon Dieu, je te jure, bon père. Ah, monsieur et madame de Villefort sortent d'ici, n'est-ce pas? Oui. Et ce sont eux qui t'ont dit ces choses qui te fâchent. Qu'est-ce donc? Veux-tu que j'aille le leur demander pour que je puisse m'excuser près de toi? Non, non, fit le regard. Oh, mais tu m'effraies. Qu'ont-ils pu dire, mon Dieu? Et elle chercha. Oh, j'y suis, dit-elle, en baissant la voix et en se rapprochant du vieillard. Ils ont parlé de mon mariage, peut-être. Oui, répliqua le regard courroucé. Je comprends. Tu m'en veux de mon silence? Oh, vois-tu, c'est qu'il m'avait bien recommandé de ne t'en rien dire. C'est qu'il ne m'en avait rien dit à moi-même, et que j'avais surpris en quelque sorte ce secret par indiscrétion. Voilà pourquoi j'ai été si réservé avec toi. Pardonne-moi, bon papa Noirtier. Redevenu fixe et atone, le regard sembla répondre. Ce n'est pas seulement ton silence qui m'afflige. Qu'est-ce donc? Demanda la jeune fille. Tu crois peut-être que je t'abandonnerai et que mon mariage me rendrait oublieuse? Non, dit le vieillard. Ils t'ont dit alors que M. d'Épinay consentait à ce que nous demeuriassions ensemble? Oui. Alors pourquoi es-tu fâché? Les yeux du vieillard prirent une expression de douceur infinie. Oui, je comprends, dit Valentine. Parce que tu m'aimes. Le regard fit signe que oui. Et tu as peur que je sois malheureuse? Oui. Tu n'aimes pas M. Franz? Les yeux répétèrent 3 ou 4 fois « Non, non, non ». Alors tu as bien du chagrin, bon père. Oui. Eh bien, écoute, dit Valentine en se mettant à genoux devant Noirtier et en lui passant ses bras autour du cou. Moi aussi, j'ai bien du chagrin, car moi non plus je n'aime pas M. Franz d'Épinay. Un éclair de joie passa dans les yeux de l'aïeul. Quand j'ai voulu me retirer au couvent, tu te rappelles bien que tu as été si fort fâché contre moi. Une larme humecta la paupière aride du vieillard. Eh bien, continua Valentine, c'était pour échapper à ce mariage qui fait mon désespoir. La respiration de Noirtier devint haletante.
Alors, ce mariage te fait bien du chagrin, bon père. Oh mon Dieu, si tu pouvais m'aider, si nous pouvions à nous deux rompre leur projet. Mais tu es sans force contre eux. Toi dont l'esprit cependant est si vif et la volonté si ferme. Mais quand il s'agit de lutter, tu es aussi faible et même plus faible que moi. Hélas, tu eusses été pour moi un protecteur si puissant au jour de ta force et de ta santé. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus que me comprendre et te réjouir ou t'affliger avec moi. C'est un dernier bonheur que Dieu a oublié de m'enlever avec les autres. Il y eut à ces paroles, dans les yeux de Noirtier, une telle expression de malice et de profondeur dans les yeux que la jeune fille crut y lire ces mots. « Tu te trompes. Je puis encore beaucoup pour toi. »« Tu peux quelque chose pour moi, cher bon papa ?» traduisit Valentine. « Oui. » Noirtier leva les yeux au ciel. C'était le signe convenu entre lui et Valentine lorsqu'il désirait quelque chose. « Que veux-tu, cher père ? Voyons. » Valentine chercha un instant dans son esprit, exprima tout haut ses pensées à mesure qu'elles se présentaient à elle, et voyant qu'à tout ce qu'elle pouvait dire le vieillard répondait constamment non. « Allons, fit-elle, les grands moyens, puisque je suis si sotte. » Alors elle récita l'une après l'autre toutes les lettres de l'alphabet, depuis A jusqu'à N. Tandis que son sourire interrogeait l'œil du paralytique. À N, Noirtier fit signe que oui. « Ah !» dit Valentine, « la chose que vous désirez commence par la lettre N. C'est à l'N que nous avons affaire. Eh bien, voyons, que lui voulons-nous à l'N? Na, ne, ni, no. Oui, 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 fit le vieillard. Ah, c'est no, oui. Valentine alla chercher un dictionnaire qu'elle posa sur un pupitre devant Noirtier. Elle l'ouvrit, et quand elle eut vu l'œil du vieillard fixé sur les feuilles, son doigt courut vivement du haut en bas des colonnes. L'exercice, depuis 6 ans que Noirtier était tombé dans le fâcheux état où il se trouvait, lui avait rendu les épreuves si faciles qu'elle devinait aussi vite la pensée du vieillard que si lui-même eût pu chercher dans le dictionnaire. Au mot notaire, Noirtier fit signe de s'arrêter. « Notaire » dit-elle. « Tu veux un notaire, bon papa ?» Le vieillard fit signe que c'était effectivement un notaire qu'il désirait. « Il faut donc envoyer chercher un notaire ?» demanda Valentine. « Oui, » fit le paralytique. « Mon père doit-il le savoir ? » ?»« Oui. »« Es-tu pressé d'avoir ton notaire ? » ?»« Oui. »« Alors, on va te l'envoyer tout de suite. Cher père, est-ce tout ce que tu veux ? » ?»« Oui. » Valentine courut à la sonnette et appela un domestique pour le prier de faire venir monsieur ou madame de Villefort chez le grand-père. « Es-tu content ? » dit Valentine. « Oui, je le crois bien, hein. Ce n'était pas facile à trouver, cela. » Et la jeune fille sourit à l'aïeul, comme elle eût pu faire à un enfant. Monsieur de Villefort entra, ramené par Barrois. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda-t-il au paralytique. « Monsieur, dit Valentine, mon grand-père désire un notaire. » À cette étrange demande, et surtout inattendue, monsieur de Villefort échangea un regard avec le paralytique. « Oui, » fit ce dernier avec une fermeté qui indiquait qu'avec l'aide de Valentine et de son vieux serviteur, qui savait maintenant ce qu'il désirait, il était prêt à soutenir la lutte. « Vous demandez le notaire ?» répéta Villefort. « Oui. »« Pour quoi faire ?» Noirtier ne répondit pas. « Mais qu'avez-vous besoin d'un notaire ?» demanda Villefort. Le regard du paralytique demeura immobile et par conséquent muet, ce qui voulait dire « Je persiste dans ma volonté. »« Pour nous faire quelques mauvais tours, » dit Villefort. « Est-ce la peine ?»« Mais enfin, » dit Barrois, prêt à insister avec la persévérance habituelle au vieux domestique, « si monsieur veut un notaire, c'est apparemment qu'il en a besoin. Ainsi, je vais chercher un notaire. » Barrois ne reconnaissait d'autre maître que Noirtier et n'admettait jamais que ses volontés fussent contestées en rien. « Oui, je veux un notaire, » fit le vieillard en fermant les yeux d'un air de défi, et comme s'il eût dit « Voyons si l'on osera me refuser ce que je veux. »« On aura un notaire, puisque vous en voulez absolument, monsieur. »
Mais je m'excuserai près de lui et vous excuserez vous-même, car la scène sera fort ridicule. N'importe, dit Barrois, je vais toujours l'aller chercher. Et le vieux serviteur sortit, triomphant. Chapitre 60. Le testament. Au moment où Barrois sortit, Noirtier regarda Valentine avec cet intérêt malicieux qui annonçait tant de choses. La jeune fille comprit ce regard et Villefort aussi, car son front se rembrunit et son sourcil se fronça. Il prit un siège, s'installa dans la chambre du paralytique et attendit. Noirtier le regardait faire avec une parfaite indifférence, mais du coin de l'œil, il avait ordonné à Valentine de ne point s'inquiéter et de rester aussi. 3/4 d'heure après, le domestique rentra avec le notaire. « Monsieur, dit Villefort après les premières salutations, vous êtes mandé par monsieur Noirtier de Villefort, que voici. Une paralysie générale lui a ôté l'usage des membres et de la voix, et nous seuls, à grand-peine, parvenons à saisir quelques lambeaux de ses pensées. » Noirtier fit de l'œil un appel à Valentine. Appel si sérieux, si impératif qu'elle répondit sur-le-champ. « Moi, monsieur, je comprends tout ce que veut dire mon grand-père. »« C'est vrai, ajouta Barrois, tout, absolument tout, comme je disais à monsieur en venant. »« Permettez, monsieur, et vous aussi, mademoiselle, dit le notaire en s'adressant à Villefort et à Valentine. C'est là un de ces cas où l'officier public ne peut inconsidérément procéder sans assumer une responsabilité dangereuse. La première nécessité, pour qu'un acte soit valable, et que le notaire soit bien convaincu qu'il a fidèlement interprété la volonté de celui qui la dicte. Or, je ne peux pas moi-même être sûr de l'approbation ou de l'improbation d'un client qui ne parle pas. Et comme l'objet de ses désirs et de ses répugnances, vu son mutisme, ne peut m'être prouvé clairement, mon ministère est plus qu'inutile et serait illégalement exercé. Le notaire fit un pas pour se retirer. Un imperceptible sourire de triomphe se dessina sur les lèvres du procureur du roi. De son côté, Noirtier regarda Valentine avec une telle expression de douleur qu'elle se plaça sur le chemin du notaire. « Monsieur, dit-elle, la langue que je parle avec mon grand-père est une langue qui se peut apprendre facilement. Et de même que je le comprends, je puis en quelques minutes vous amener à le comprendre. Que vous faut-il, voyons monsieur, pour arriver à la parfaite édification de votre conscience ?»« Ce qui est nécessaire pour que nos actes soient valables, mademoiselle, répondit le notaire, c'est-à-dire la certitude de l'approbation ou de l'improbation. On peut tester malade de corps, mais il faut tester sain d'esprit. »« Eh bien, monsieur, avec 2 signes, vous acquérez cette certitude que mon grand-père n'a jamais mieux joui qu'à cette heure de la plénitude de son intelligence. Monsieur Noirtier, privé de sa voix, privé du mouvement, ferme les yeux quand il veut dire oui, et les cligne à plusieurs reprises quand il veut dire non. Vous en savez assez maintenant pour causer avec monsieur Noirtier. Essayez. » Le regard que lança le vieillard à Valentine était si humide de tendresse et de reconnaissance qu'il fut compris du notaire lui-même. « Vous avez entendu et compris ce que vient de dire votre petite-fille, monsieur ?» demanda le notaire. Noirtier ferma doucement les yeux et les rouvrit après un instant. « Et vous approuvez ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que les signes indiqués par elle sont bien ceux à laquelle desquels vous faites comprendre votre pensée. »« Oui, fit encore le vieillard. »« C'est vous qui m'avez fait demander. »« Oui. »« Pour faire votre testament. »« Oui. »« Et vous ne voulez pas que je me retire sans avoir fait ce testament. » Le paralytique cligna vivement des yeux et à plusieurs reprises. « Eh bien, monsieur, comprenez-vous maintenant ?» demanda la jeune fille. « Et votre conscience sera-t-elle en repos ?» Mais avant que le notaire eût pu répondre, Villefort le tira à part. « Monsieur, dit-il, croyez-vous qu'un homme puisse supporter impunément un choc physique aussi terrible que celui qu'a éprouvé monsieur Noirtier de Villefort, sans que le moral ait reçu lui-même une grave atteinte ? » « Ce n'est point cela précisément qui m'inquiète, monsieur, répondit le notaire. Mais je me demande comment nous arriverons à deviner les pensées afin de provoquer les réponses. »« Vous voyez donc que c'est impossible, dit Villefort. Valentine et le vieillard entendaient cette conversation. Noirtier arrêta son regard si fixe et si ferme sur Valentine que ce regard appelait évidemment une riposte. « Monsieur, dit-elle, que cela ne vous inquiète point. Si difficile qu'il soit, ou plutôt qu'il vous paraisse de découvrir la pensée de mon grand-père,
Je vous la révélerai, moi, de façon à lever tous les doutes à cet égard. Voilà 6 ans que je suis près de monsieur Noirtier, et qu'il le dise lui-même, si depuis 6 ans, un seul de ses désirs est resté enseveli dans son cœur, faute de pouvoir me le faire comprendre. Non, fit le vieillard. Essayez donc, dit le notaire. Vous acceptez, mademoiselle, pour votre interprète. Le paralytique fit signe que oui. Bien. Voyons, monsieur, que désirez-vous de moi, et quel est l'acte que vous désirez faire? Valentine nomma toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à la lettre T. À cette lettre, l'éloquent coup d'œil de Noirtier l'arrêta. « C'est la lettre T que monsieur demande, » dit le notaire. « La chose est visible. »« Attendez, » dit Valentine, puis se tournant vers son grand-père. « Ta, te... » Le vieillard l'arrêta à la seconde de ces syllabes. Alors Valentine prit le dictionnaire, et aux yeux du notaire, attentif, elle feuilleta les pages. « Testament », dit son doigt arrêté par le coup d'œil de Noirtier. « Testament », s'écria le Noirtier, « la chose est visible. Monsieur veut tester. »« Oui, » fit Noirtier à plusieurs reprises. « Voilà qui est merveilleux, monsieur, convenez-en, » dit le notaire à Villefort, fort stupéfait. « En effet, » répliqua-t-il, « et plus merveilleux encore serait ce testament. Car enfin, je ne pense pas que les articles se viennent ranger sur le papier mot pour mot sans l'intelligente inspiration de ma fille. Or, Valentine sera peut-être un peu trop intéressée à ce testament pour être un interprète convenable des obscures volontés de M. Noirtier de Villefort. « Non, 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 » fit le paralytique. « Comment » dit M. de Noirtier. « Valentine n'est point intéressée à votre testament. »« Non, » fit Noirtier. « Messieurs, » dit le notaire, qui, enchanté de cette épreuve, se promettait de raconter dans le monde les détails de cet épisode pittoresque. « Monsieur, rien ne me paraît plus facile maintenant que ce que tout à l'heure je regardais comme une chose impossible. Et ce testament sera tout simplement un testament mystique, c'est-à-dire prévu et autorisé par la loi, pourvu qu'il soit lu en face de 7 témoins, approuvé par le testateur devant eux, et fermé par le notaire, toujours devant eux. Quant au temps, il durera à peine plus longtemps qu'un testament ordinaire. Il y a d'abord les formules consacrées, qui sont toujours les mêmes. Et quant aux détails, la plupart seront fournis par l'état même des affaires du testateur, et par vous qui, les ayant gérés, les connaissez. Mais d'ailleurs, pour que cet acte demeure inattaquable, nous allons lui donner l'authenticité la plus complète. L'un de mes confrères me servira d'aide, et contre les habitudes, assistera à la dictée. « Êtes-vous satisfait, monsieur ?» continua le notaire en s'adressant au vieillard. « Oui, » répondit Noirtier, radieux d'être compris. « Que va-t-il faire ?» se demanda Villefort, à qui sa haute position commandait tant de réserve, et qui, d'ailleurs, ne pouvait deviner vers quel but tendait son père. Il se retourna donc pour envoyer chercher le deuxième notaire désigné par le premier. Mais Barrois, qui avait tout entendu et qui avait deviné le désir de son maître, était déjà parti. Alors le procureur du roi fit dire à sa femme de monter. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde était réuni dans la chambre du paralytique et le second notaire était arrivé. En peu de mots, les deux officiers ministériels furent d'accord. On lut à Noirtier une formule de testament vague, banale, puis pour commencer, pour ainsi dire, l'investigation de son intelligence, le premier notaire, se retournant de son côté, lui dit « Lorsqu'on fait son testament, monsieur, c'est en faveur de quelqu'un, ou au préjudice de quelqu'un. »« Oui, » fit Noirtier. « Avez-vous quelque idée du chiffre auquel se monte votre fortune ?»« Oui. »« Je vais vous nommer plusieurs chiffres qui monteront successivement. Vous m'arrêterez quand j'aurai atteint celui que vous croirez être le vôtre. »« Oui. » Il y avait dans cet interrogatoire une espèce de solennité. D'ailleurs, jamais la lutte de l'intelligence contre la matière n'avait peut-être été plus visible. Et si ce n'était un sublime, comme nous allions le dire, c'était au moins un curieux spectacle. On faisait cercle autour de Noirtier. Le second notaire était assis à une table, tout prêt à écrire. Le premier notaire se tenait debout, devant lui, et interrogeait. « Votre fortune dépasse 300 000 francs, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Noirtier fit signe que oui. « Possédez-vous 400 000 francs ?» demanda le notaire. Noirtier resta immobile. 500 000 ? Même immobilité. 600 000 ? 700 000 ? 800 000 ?
900 000, Noirtier fit signe que oui. Vous possédez 900 000 francs. Oui. En immeuble? Demanda le notaire. Noirtier fit signe que non. En inscription de rente? Noirtier fit signe que oui. Ces inscriptions sont entre vos mains? Un coup d'œil adressé à Barrois fit sortir le vieux serviteur, qui revint un instant après avec une petite cassette. « Permettez-vous qu'on ouvre cette cassette ?» demanda le notaire. Noirtier fit signe que oui. On ouvrit la cassette, et l'on trouva pour 900 000 francs d'inscription sur le grand livre. Le premier notaire passa, les unes après les autres, chaque inscription à son collègue. Le compte y était, comme l'avait accusé Noirtier. « C'est bien cela, dit-il. Il est évident que l'intelligence est dans toute sa force et dans toute son étendue. » Puis, se retournant vers le paralytique. « Donc, lui dit-il, vous possédez 900 000 francs de capital, qui, à la façon dont ils sont placés, doivent vous produire 40 000 livres de rente, à peu près. »« Oui, fit Noirtier. »« À qui désirez-vous laisser cette fortune ?»« Oh, dit madame de Villefort, cela n'est point douteux. Monsieur Noirtier aime uniquement sa petite-fille, mademoiselle Valentine de Villefort. C'est elle qui le soigne depuis 6 ans. Elle a su captiver par ses soins assidus l'affection de son grand-père, et je dirais presque sa reconnaissance. Il est donc juste qu'elle recueille le prix de son dévouement. » L'œil de Noirtier lança un éclair, comme s'il n'était pas dupe de ce faux assentiment donné par madame de Villefort aux intentions qu'elle lui supposait. « Est-ce donc à mademoiselle Valentine de Villefort que vous laissez ces 900 000 francs ?» demanda le notaire, qui croyait n'avoir plus qu'à enregistrer cette clause, mais qui tenait à s'assurer cependant de l'assentiment de Noirtier, et voulait faire constater cet assentiment par tous les témoins de cette étrange scène. Valentine avait fait un pas en arrière et pleurait les yeux baissés. Le vieillard la regarda un instant avec l'expression d'une profonde tendresse. Puis, se retournant vers le notaire, il cligna des yeux de la façon la plus significative. « Non, dit le notaire, comment? Ce n'est pas mademoiselle Valentine de Villefort que vous instituez pour votre légataire universel. » Noirtier fit signe que non. « Vous ne vous trompez pas, s'écria le notaire étonné. Vous dites bien non. »« Non, répéta Noirtier. Non. » Valentine releva la tête. Elle était stupéfaite, non pas de son exhérédation, mais d'avoir provoqué le sentiment qui dicte d'ordinaire de pareils actes. Mais Noirtier la regarda avec une si profonde expression de tendresse qu'elle s'écria « Oh, mon bon père, je le vois bien, ce n'est que votre fortune que vous m'ôtez, mais vous me laissez toujours votre cœur. »« Oh oui, bien certainement, » dirent les yeux du paralytique, se fermant avec une expression à laquelle Valentine ne pouvait se tromper. « Merci, merci, » murmura la jeune fille. Cependant, ce refus avait fait naître dans le cœur de madame de Villefort une espérance inattendue. Elle se rapprocha du vieillard. « Alors c'est donc à votre petit-fils, Édouard de Villefort, que vous laissez votre fortune, cher monsieur Noirtier ?» demanda la mère. Le clignement des yeux fut terrible. Il exprimait presque la haine. « Non, » fit le notaire. « Alors c'est à monsieur votre fils, ici présent. »« Non, » répliqua le vieillard. Les deux notaires se regardèrent stupéfaits. Villefort et sa femme se sentaient rougir, l'un de honte, l'autre de colère. « Mais que vous avons-nous donc fait, père ?» dit Valentine. « Vous ne nous aimez donc plus ?» Le regard du vieillard passa rapidement sur son fils, sur sa belle-fille, et s'arrêta sur Valentine avec une expression de profonde tendresse. « Eh bien, dit-elle, si tu m'aimes, voyons, bon père, tâche d'allier cet amour avec ce que tu fais en ce moment. Tu me connais, tu sais que je n'ai jamais songé à ta fortune. D'ailleurs, on dit que je suis riche du côté de ma mère, trop riche. Explique-toi donc. » Noirtier fixa son regard ardent sur la main de Valentine. « Ma main ?» dit-elle. « Oui, » fit Noirtier. « Sa main » répétèrent tous les assistants. « Ah, monsieur, vous voyez bien que tout est inutile, et que mon pauvre père est fou, » dit Villefort. « Oh » s'écria tout à coup Valentine. « Je comprends. Mon mariage, n'est-ce pas, bon père ?»« Oui, oui, oui,
répéta 3 fois le paralytique, lançant un éclair à chaque fois que se relevait sa paupière. Tu nous en veux pour le mariage, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est absurde, dit Villefort. Pardon, monsieur, dit le notaire. Tout cela, au contraire, est très logique, et me fait l'effet de s'enchaîner parfaitement. Tu ne veux pas que j'épouse monsieur Franz d'Épinay? Non, je ne veux pas, exprima l'œil du vieillard. Et vous déshéritez votre petite fille, s'écria le notaire, parce qu'elle fait un mariage contre votre gré. Oui, répondit Noirtier, de sorte que sans ce mariage, elle serait votre héritière. Oui. Il se fit alors un profond silence autour du vieillard. Les 2 notaires se consultaient. Valentine, les mains jointes, regardait son grand-père avec un sourire reconnaissant. Villefort mordait ses lèvres minces. Madame de Villefort ne pouvait réprimer un sentiment joyeux, qui, malgré elle, s'épanouissait sur son visage. Mais, dit enfin Villefort, rompant le premier ce silence, il me semble que je suis seul juge des convenances qui plaident en faveur de cette union. Seul maître de la main de ma fille. Je veux qu'elle épouse M. Franz d'Épinay, et elle l'épousera. Valentine tomba pleurante sur son fauteuil. Monsieur, dit le notaire, s'adressant au vieillard, que comptez-vous faire de votre fortune au cas où mademoiselle Valentine épouserait M. Franz? Le vieillard resta immobile. Vous comptez en disposer, cependant? Oui, fit Noirtier. En faveur de quelqu'un de votre famille? Non. En faveur des pauvres, alors? Oui. Mais, dit le notaire, vous savez que la loi s'oppose à ce que vous dépouilliez entièrement votre fils. Oui. Vous ne disposerez donc que de la partie que la loi vous autorise à distraire. Noirtier demeura immobile. Vous continuez à vouloir disposer de tout? Oui. Mais après votre mort, on attaquera le testament? Non. Mon père me connaît, monsieur, dit M. de Villefort. Il sait que sa volonté sera sacrée pour moi. D'ailleurs, il comprend que dans mon position, je ne puis plaider contre les pauvres. L'œil de Noirtier exprima le triomphe. Que décidez-vous, monsieur? Demanda le notaire à Villefort. Rien, monsieur. C'est une résolution prise dans l'esprit de mon père, et je sais que mon père ne change pas de résolution. Je me résigne donc. Ces 900 000 francs sortiront de la famille pour aller enrichir les hôpitaux. Mais je ne céderai pas à un caprice de vieillard, et je ferai selon ma conscience. Et Villefort se retira avec sa femme, laissant son père libre de tester comme il l'entendrait. Le même jour, le testament fut fait. On alla chercher les témoins. Il fut approuvé par le vieillard, fermé en leur présence, et déposé chez M. Deschamps, le notaire de la famille. Chapitre 61. Le télégraphe. Monsieur et madame de Villefort apprirent, en rentrant chez eux, que monsieur le comte de Monte Cristo, qui était venu pour leur faire visite, avait été introduit dans le salon où il les attendait. Madame de Villefort, trop émotionnée pour rentrer ainsi tout à coup, passa par sa chambre à coucher, tandis que le procureur du roi, plus sûr de lui-même, s'avança directement vers le salon. Mais si maître qu'il fût de ses sentiments, si habilement qu'il sut composer son visage, M. de Villefort ne put si bien écarter le nuage de son front que le comte, dont le sourire brillait radieux, ne remarqua cet air sombre et rêveur. « Oh, mon Dieu !» dit Monte Cristo après les premiers compliments. « Qu'avez-vous donc, monsieur de Villefort? Et suis-je arrivé au moment où vous dressiez quelque accusation un peu trop capitale ?» Villefort essaya de sourire. « Non, monsieur le comte, dit-il, il n'y a d'autres victimes ici que moi. C'est moi qui perds mon procès, et c'est le hasard, l'entêtement, la folie qui a lancé le réquisitoire. Que voulez-vous dire? Demanda Monte Cristo avec un intérêt parfaitement joué. Vous est-il en réalité arrivé quelque malheur grave? Oh, monsieur le comte, dit Villefort avec un calme plein d'amertume. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Presque rien.
Une simple perte d'argent. En effet, répondit Monte Cristo, une perte d'argent est peu de choses avec une fortune comme celle que vous possédez, et avec un esprit philosophique et élevé comme l'est le vôtre. Aussi, répondit Villefort, n'est-ce point la question d'argent qui me préoccupe, quoique, après tout, 900 000 francs vaillent bien un regret, ou tout au moins un mouvement de dépit. Mais je me blesse surtout de cette disposition du sort, du hasard, de la fatalité, je ne sais comment nommer la puissance qui dirige le coup qui me frappe, et qui renverse mes espérances de fortune, et détruit peut-être l'avenir de ma fille par le caprice d'un vieillard tombé en enfance. « Eh, mon Dieu, qu'est-ce donc » s'écria le comte. « 900 000 francs, avez-vous dit ? Mais en vérité, comme vous le dites, la somme mérite d'être regrettée, même par un philosophe. Et qui vous donne ce chagrin ? Mon père, dont je vous ai parlé. Monsieur Noirtier, vraiment. Mais vous m'aviez dit, ce me semble, qu'il était en paralysie complète, et que toutes ses facultés étaient anéanties. Oui, ses facultés physiques, car il ne peut pas remuer. Il ne peut point parler, et avec tout cela, cependant, il pense, il veut, il agit, comme vous voyez. Je le quitte il y a 5 minutes, et dans ce moment, il est occupé à dicter un testament à 2 notaires. Mais alors, il a parlé ? Il a fait mieux. Il se fait comprendre. Comment cela ? À l'aide du regard, ses yeux ont continué de vivre, et vous voyez, il tue. Mon ami, dit madame de Villefort qui venait d'entrer à son tour, peut-être vous exagérez-vous la situation. Madame, dit le comte en s'inclinant, madame de Villefort salua avec son plus gracieux sourire. Mais que me dit donc là monsieur de Villefort demanda Monte Cristo. Et quelle disgrâce incompréhensible. Incompréhensible, c'est le mot, reprit le procureur du roi en haussant les épaules. Un caprice de vieillard. Et il n'y a pas moyen de le faire revenir sur cette décision. Si fait, dit madame de Villefort, et il dépend même de mon mari que ce testament, au lieu d'être fait au détriment de Valentine, soit fait au contraire en sa faveur. Le comte, voyant que les 2 époux commençaient à parler par paraboles, prit l'air distrait et regarda avec l'attention la plus profonde et l'approbation la plus marquée Édouard, qui versait de l'encre dans l'abreuvoir des oiseaux. « Ma chère, dit Villefort répondant à sa femme, vous savez que j'aime peu me poser chez moi en patriarche, et que je n'ai jamais cru que le sort de l'univers dépendît d'un signe de ma tête. Cependant, il importe que mes décisions soient respectées dans ma famille, et que la folie d'un vieillard et le caprice d'une enfant ne renversent pas un projet arrêté dans mon esprit depuis de longues années. Le baron d'Épinay était mon ami, vous le savez, et une alliance avec son fils était des plus convenables. Vous croyez, dit madame de Villefort, que Valentine est d'accord avec lui ? En effet, elle a toujours été opposée à ce mariage, et je ne serais pas étonné que tout ce que nous venons de voir et d'entendre ne soit que l'exécution d'un plan concerté entre eux. Madame, dit Villefort, on ne renonce pas ainsi, croyez-moi, à une fortune de 900 000 francs. Elle renoncerait au monde, monsieur, puisqu'il y a 1 an, elle voulait entrer dans un couvent. N'importe, reprit de Villefort. Je dis que ce mariage doit se faire, madame. Malgré la volonté de votre père, dit madame de Villefort, attaquant une autre corde. C'est bien grave. Monte Cristo faisait semblant de ne point écouter, et ne perdait pas un mot de ce qui se disait. Madame, reprit Villefort, je puis dire que j'ai toujours respecté mon père, parce qu'au sentiment naturel de la descendance se joignait chez moi la conscience de sa supériorité morale, parce qu'enfin, un père est sacré à 2 titres, sacré comme notre créateur, sacré comme notre maître. Mais aujourd'hui, je dois renoncer à reconnaître une intelligence dans ce vieillard, qui, sur un simple souvenir de haine pour le père, poursuit ainsi le fils. Il serait donc ridicule à moi de conformer ma conduite à ses caprices. Je continuerai d'avoir le plus grand respect pour M. Noirtier. Je subirai, sans me plaindre, la punition pécuniaire qu'il m'inflige. Mais je resterai immuable dans ma volonté. Et le monde appréciera de quel côté était la saine raison. En conséquence, je marierai ma fille au baron Franz d'Épinay.
parce que ce mariage est, à mon sens, bon et honorable, et qu'en définitive, je veux marier ma fille à qui me plaît. » « Et quoi ?» dit le comte, dont le procureur du roi avait constamment sollicité l'approbation du regard. « Et quoi ? Monsieur Noirtier déshérite, dites-vous, mademoiselle Valentine, parce qu'elle va épouser monsieur le baron Franz d'Épinay. »« Eh, mon Dieu, oui, monsieur. Voilà la raison, » dit Villefort en haussant les épaules. « La raison visible, du moins, » ajouta madame de Villefort. « La raison réelle, madame. Croyez-moi, je connais mon père. »« Conçoit-on cela ?» répondit la jeune femme. « En quoi, je vous le demande, monsieur d'Épinay déplaît-il plus qu'un autre à monsieur Noirtier ?»« En effet, dit le comte, j'ai connu monsieur Franz d'Épinay, le fils du général de Quesnel, n'est-ce pas, qui a été fait baron d'Épinay par le roi Charles X. »« Justement, reprit Villefort. Eh bien, mais c'est un jeune homme charmant, ce me semble. »« Aussi, n'est-ce qu'un prétexte, j'en suis certaine, dit madame de Villefort. Les vieillards sont tyrans de leurs affections. Monsieur Noirtier ne veut pas que sa petite-fille se marie. »« Mais, dit Monte Cristo, ne connaissez-vous pas une cause à cette haine ? » ?»« Et mon Dieu, qui peut savoir ? » ?»« Quelque antipathie politique, peut-être. »« En effet, mon père et le père de monsieur d'Épinay ont vécu dans des temps orageux, dont je n'ai vu que les derniers jours, dit Villefort. « Votre père n'était-il pas bonapartiste ? » demanda Monte Cristo. « Je crois me rappeler que vous m'avez dit quelque chose comme cela. »« Mon père a été jacobin avant toute chose, » reprit Villefort, emporté par son émotion, hors des bornes de la prudence. Et la robe de sénateur que Napoléon lui avait jetée sur les épaules ne faisait que déguiser le vieil homme, mais sans l'avoir changé. Quand mon père conspirait, ce n'était pas pour l'empereur. C'était contre les Bourbons. Car mon père avait cela de terrible en lui qu'il n'a jamais combattu pour les utopies irréalisables, mais pour les choses possibles. Et qu'il a appliqué à la réussite de ces choses possibles cette terrible théorie de la montagne qui ne reculait devant aucun moyen. « Eh bien, dit Monte Cristo, voyez-vous, cela, monsieur Noirtier et monsieur d'Épinay se seront rencontrés sur le sol de la politique. Monsieur le général d'Épinay, quoiqu'ayant servi sous Napoléon, n'avait-il pas au fond du cœur gardé des sentiments royalistes? Et n'est-ce pas le même qui fut assassiné un soir sortant d'un club napoléonien, où on l'avait attiré dans l'espérance de trouver en lui un frère? » Villefort regarda le comte presque avec terreur. « Est-ce que je me trompe ?» dit Monte Cristo. « Non pas, monsieur, » dit madame de Villefort, « et c'est bien cela au contraire. C'est justement à cause de ce que vous venez de dire que, pour voir s'éteindre de vieille haine, monsieur de Villefort avait eu l'idée de faire aimer deux enfants dont les pères s'étaient haïs. »« Idée sublime, » dit Monte Cristo, « idée pleine de charité, et à laquelle le monde devait applaudir. En effet, c'est beau de voir mademoiselle Noirtier de Villefort s'appeler madame Franz d'Épinay. » Villefort tressaillit et regarda Monte Cristo comme s'il eût voulu lire au fond de son cœur l'intention qui avait dicté les paroles qu'il venait de prononcer. Mais le comte garda le bienveillant sourire stéréotypé sur ses lèvres, et cette fois encore, malgré la profondeur de son regard, le procureur du roi ne vit pas au-delà de l'épiderme. « Aussi, reprit Villefort, quoique ce soit un grand malheur pour Valentine que de perdre la fortune de son grand-père, je ne crois pas cependant que pour cela le mariage manque. Je ne crois pas que M. d'Épinay recule devant cet échec pécuniaire. Il verra que je vaux peut-être mieux que la somme, moi qui la sacrifie au désir de lui tenir ma parole. Il calculera que Valentine, d'ailleurs, est riche du bien de sa mère, administré par M. et Mme de Saint-Méran, ses aïeuls maternels, qui la chérissent tous deux tendrement. Et qui valent bien qu'on les aime et qu'on les soigne, comme Valentine a fait pour M. Noirtier, dit Madame de Villefort. D'ailleurs, ils vont venir à Paris dans un mois au plus. Et Valentine, après un tel affront, sera dispensée de s'enterrer comme elle l'a fait jusqu'ici auprès de M. Noirtier. Le comte écoutait avec complaisance la voix discordante de ses amours-propres blessés et de ses intérêts meurtris. « Mais il me semble, dit Monte Cristo après un instant de silence, je vous demande pardon d'avance de ce que je vais dire,
Il me semble que si M. Noirtier déshérite mademoiselle de Villefort, coupable de se vouloir marier avec un jeune homme dont il a détesté le père, il n'a pas le même tort à reprocher à ce cher Édouard. N'est-ce pas, monsieur? S'écria madame de Villefort avec une intonation impossible à décrire. N'est-ce pas que c'est injuste, odieusement injuste, ce pauvre Édouard? Il est aussi bien le petit-fils de monsieur Noirtier que Valentine. Et si Valentine n'avait pas dû épouser monsieur Franz, monsieur Noirtier lui laissait tout son bien. Et de plus, enfin, Édouard porte le nom de la famille, ce qui n'empêche pas que même en supposant que Valentine soit effectivement déshéritée par son grand-père, elle sera encore 3 fois plus riche que lui. Ce coup porté, le comte écouta. Il ne parla plus. « Tenez, reprit Villefort, tenez, monsieur le comte, cessons, je vous prie, de nous entretenir de ces misères de famille. Oui, c'est vrai, ma fortune va grossir le revenu des pauvres, qui sont aujourd'hui de véritables riches. Oui, mon père m'aura frustré d'un espoir légitime, et cela sans raison. Mais moi, j'aurais agi comme un homme de sens, comme un homme de cœur. Monsieur d'Épinay, à qui j'avais promis le revenu de cette somme, le recevra. Dussé-je m'imposer les plus cruelles privations? Cependant, reprit madame de Villefort, revenant à la seule idée qui murmura sans cesse au fond de son cœur, peut-être vaudrait-il mieux que l'on confiât cette mésaventure à monsieur d'Épinay, et qu'il rendît lui-même sa parole. Oh, ce serait un grand malheur, s'écria Villefort. Un grand malheur, répéta Monte Cristo. Sans doute, reprit Villefort en se radoucissant. Un mariage manqué, même pour des raisons d'argent, jette la défaveur sur une jeune fille. Puis d'anciens bruits que je voulais éteindre reprendraient de la consistance. Mais non, il n'en sera rien. Monsieur d'Épinay, s'il est honnête homme, se verra encore plus engagé par l'exhérédation de Valentine qu'auparavant. Autrement, il agirait donc dans un simple but d'avarice? Non, c'est impossible. Je pense comme monsieur de Villefort, dit Monte Cristo en fixant son regard sur madame de Villefort. Et si j'étais assez de ses amis pour me permettre de lui donner un conseil, je l'inviterai, puisque monsieur d'Épinay va revenir, à ce que l'on m'a dit du moins, à nouer cette affaire si fortement qu'elle ne se put dénouer. J'engagerai même, enfin, une partie dont l'issue doit être si honorable pour monsieur de Villefort. Ce dernier se leva, transporté d'une joie visible, tandis que sa femme pâlissait légèrement. « Bien, dit-il, voilà tout ce que je demandais, et je me prévaudrai de l'opinion d'un conseil tel que vous, dit-il en tendant la main à Monte Cristo. Ainsi donc, que tout le monde ici considère ce qui est arrivé aujourd'hui comme mon avenue. Il n'y a rien de changé à nos projets. Monsieur, dit le comte, le monde, tout injuste qu'il est, vous saura, je vous en réponds, gré de votre résolution. Vos amis en seront fiers. Et monsieur d'Épinay, dût-il prendre mademoiselle de Villefort sans dot, ce qui ne saurait être, sera charmé d'entrer dans une famille où l'on sait s'élever à la hauteur de tels sacrifices pour tenir sa parole et remplir son devoir. En disant ces mots, le comte s'était levé et s'apprêtait à partir. « Vous nous quittez, monsieur le comte, dit madame de Villefort. « J'y suis forcé, madame. Je venais seulement vous rappeler votre promesse pour samedi. Craignez-vous que nous l'oubliassions? Vous êtes trop bonne, madame. Mais monsieur de Villefort a de si graves et parfois de si urgentes occupations. Mon mari a donné sa parole, monsieur, dit madame de Villefort. Vous venez de voir qu'il la tient quand il a tout à perdre, à plus forte raison quand il a tout à gagner. Et, demanda Villefort, est-ce à votre maison des Champs-Élysées que la réunion a lieu? Non pas, dit Villefort, et c'est ce qui rend encore votre dévouement plus méritoire, c'est à la campagne. À la campagne? Oui. Et où cela? Près de Paris, n'est-ce pas? Aux portes, à une demi-lieue de la barrière, à Auteuil. À Auteuil? S'écria Villefort. Ah, c'est vrai. Madame m'a dit que vous demeuriez à Auteuil, puisque c'est chez vous qu'elle a été transportée. Et à quel endroit d'Auteuil? Rue de la Fontaine. Rue de la Fontaine, reprit Villefort d'une voix étranglée. Et à quel numéro? Au numéro 28. Mais, s'écria Villefort, c'est donc à vous que l'on a vendu la maison de monsieur de Saint-Méran.
De monsieur de Saint-Méran? Demanda Monte Cristo. Cette maison appartenait-elle donc à monsieur de Saint-Méran? Oui, reprit madame de Villefort. Et croyez-vous une chose, monsieur le comte? Laquelle? Vous trouvez cette maison jolie, n'est-ce pas? Charmante. Eh bien, mon mari n'a jamais voulu l'habiter. Oh, reprit Monte Cristo, en vérité, monsieur, c'est une prévention dont je ne me rends pas compte. Je n'aime pas Auteuil, monsieur, répondit le procureur du roi en faisant un effort sur lui-même. Mais je ne serai pas assez malheureux, j'espère, dit avec inquiétude Monte Cristo, pour que cette antipathie me prive du bonheur de vous recevoir. Non, monsieur le comte, j'espère bien. Croyez que je ferai tout ce que je pourrai, balbutia Villefort. Oh, répondit Monte Cristo, je n'admets pas d'excuses. Samedi à 6 heures, je vous attends. Et si vous ne veniez pas, je croirais, que sais-je, moi, qu'il y a sur cette maison inhabitée depuis plus de 20 ans quelques lugubres traditions, quelques sanglantes légendes. J'irai, monsieur, j'irai, dit vivement Villefort. Merci, dit Monte Cristo. Maintenant, il faut que vous me permettiez de prendre congé de vous. En effet, vous avez dit que vous étiez forcé de nous quitter, monsieur le comte, dit madame de Villefort. Et vous alliez même, je crois, nous dire pourquoi faire, quand vous vous êtes interrompu pour passer à une autre idée. En vérité, madame, dit Monte Cristo, je ne sais si j'oserais vous dire où je vais. Bah, dites toujours. Je vais, en véritable badaud que je suis, visiter une chose qui m'a bien souvent fait rêver des heures entières. Laquelle? Un télégraphe. Ma foi, tant pis, voilà le mot lâché. Un télégraphe, répéta madame de Villefort. Eh mon Dieu, oui, un télégraphe. J'ai vu parfois, au bout d'un chemin sur un tertre, par un beau soleil, se lever ses bras noirs et pliants, pareils aux pattes d'un immense coléoptère. Et jamais ce ne fut sans émotion, je vous jure, car je pensais que ces signes bizarres, fendant l'air avec précision, et portant à 300 lieues la volonté inconnue d'un homme assis devant une table, à un autre homme assis à l'extrémité de la ligne devant une autre table, se dessinaient sur le gris du nuage ou sur l'azur du ciel, par la seule force du vouloir de ce chef tout-puissant. Je croyais alors au génie, aux sylphes, aux gnomes, aux pouvoirs occultes enfin, et je riais. Or, jamais l'envie ne m'était venue de voir de près ces gros insectes au ventre blanc, aux pattes noires et maigres, car je craignais de trouver sous leurs ailes de pierre le petit génie humain, bien gourmé, bien pédant, bien bourré de science, de cabale ou de sorcellerie. Mais voilà qu'un beau matin j'ai appris que le moteur de chaque télégraphe était un pauvre diable d'employé à 1200 francs par an, occupé tout le jour à regarder non pas le ciel, comme l'astronaute, non pas l'eau, comme le pêcheur, non pas le paysage, comme un cerveau vide, mais bien l'insecte au ventre blanc, aux pattes noires, son correspondant placé à quelques 4 ou 5 lieues de lui. Alors je me suis senti pris d'un désir curieux de voir de près cette chrysalide vivante et d'assister à la comédie que du fond de sa coque elle donne à cette autre chrysalide, en tirant les uns après les autres quelques bouts de ficelle. Et vous allez là? J'y vais. À quel télégraphe? À celui du ministère de l'Intérieur ou de l'Observatoire? Oh, non pas. Je trouverai là des gens qui voudraient me forcer de comprendre des choses que je veux ignorer, et qui m'expliqueraient malgré moi un mystère qu'ils ne connaissent pas. Peste, je veux garder les illusions que j'ai encore sur les insectes. C'est bien assez d'avoir déjà perdu celles que j'avais sur les hommes. Je n'irai donc ni au télégraphe du ministère de l'Intérieur, ni au télégraphe de l'Observatoire. Ce qu'il me faut, c'est le télégraphe en plein champ, pour y trouver le pur bonhomme pétrifié dans sa tour. Vous êtes un singulier grand seigneur, dit Villefort. Quelle ligne me conseillez-vous d'étudier? Mais la plus occupée à cette heure. Bon, celle d'Espagne alors. Justement, voulez-vous une lettre du ministre pour qu'on vous explique? Mais non, dit Monte Cristo, puisque je vous dis au contraire que je n'y veux rien comprendre. Du moment où j'y comprendrai quelque chose, il n'y aura plus de télégraphe, il n'y aura plus qu'un signe de M. Duchâtel ou de M. de Montalivet, transmis au préfet de Bayonne et travesti en 2 mots grecs, télé, graphéine.
C'est la bête aux pattes noires et le mot effrayant que je veux conserver dans toute sa pureté et dans toute ma vénération. Allez donc, car dans 2 heures il fera nuit, et vous ne verrez plus rien. Diable, vous m'effrayez. Quel est le plus proche? Sur la route de Bayonne? Oui, va pour la route de Bayonne. C'est celui de Châtillon. Et après celui de Châtillon? Celui de la tour de Montlhéry, je crois. Merci. Au revoir. Samedi, je vous raconterai mes impressions. À la porte, le comte se trouva avec les 2 notaires qui venaient de déshériter Valentine, et qui se retiraient enchantés d'avoir fait un acte qui ne pouvait manquer de leur faire grand honneur. Chapitre 62. Le moyen de délivrer un jardinier des loirs qui mangent ses pêches. Non pas le même soir, comme il l'avait dit, mais le lendemain matin, le comte de Monte-Cristo sortit par la barrière d'Enfer, prit la route d'Orléans, dépassa le village de Linas, sans s'arrêter au télégraphe qui, justement, au moment où le comte passait, faisait mouvoir ses longs bras décharnés, et gagna la tour de Montlhéry, située, comme chacun sait, sur l'endroit le plus élevé de la plaine de ce nom. Au pied de la colline, le comte mit pied à terre, et par un petit sentier circulaire large de 18 pouces, commença à gravir la montagne. Arrivé au sommet, il se trouva arrêté par une haie sur laquelle des fruits verts avaient succédé aux fleurs roses et blanches. Monte Cristo chercha la porte du petit enclos et ne tarda point à la trouver. C'était une petite herse en bois, roulant sur des gonds d'osier et se fermant avec un clou et une ficelle. En un instant, le comte fut au courant du mécanisme et la porte s'ouvrit. Le comte se trouva alors dans un petit jardin de 20 pieds de long sur 12 de large, borné d'un côté par la partie de la haie dans laquelle était encadrée l'ingénieuse machine que nous avons décrite sous le nom de porte, et de l'autre par la vieille tour ceinte de lierre, toute parsemée de ravenelles et de giroflées. On n'eût pas dit, à la voir ainsi ridée et fleurie comme une aïeule à qui ses petits-enfants viennent de souhaiter la fête, qu'elle pourrait raconter bien des drames terribles si elle joignait une voix aux oreilles menaçantes qu'un vieux proverbe donne aux murailles. On parcourait ce jardin en suivant une allée sablée de sable rouge, sur lequel mordait avec des tons qui eussent réjoui l'œil de Delacroix, notre Rubens moderne, une bordure de gros buis, vieille de plusieurs années. Cette allée avait la forme d'un 8 et tournait en s'élançant de manière à faire, dans un jardin de 20 pieds, une promenade de 60. Jamais Flore, la riante et fraîche déesse des bons jardiniers latins, n'avait été honorée d'un culte aussi minutieux et aussi pur que l'était celui qu'on lui rendait dans ce petit enclos. En effet, de 20 rosiers qui composaient le parterre, pas une feuille ne portait la trace de la mouche, pas un filet, la petite grappe de pucerons verts qui désole et ronge les plantes grandissant sur un terrain humide. Ce n'était cependant point l'humidité qui manquait à ce jardin. La terre noire comme de la suie, l'opaque feuillage des arbres le disaient assez. D'ailleurs, l'humidité factice eut promptement suppléé à l'humidité naturelle, grâce aux tonneaux pleins d'eau croupissante qui creusaient un des angles du jardin et dans lequel stationnait sur une nappe verte une grenouille et un crapaud qui, par incompatibilité d'humeur, sans doute, se tenaient toujours en se tournant le dos aux 2 points opposés du cercle. D'ailleurs, pas une herbe dans les allées, pas un rejeton parasite dans les plates-bandes. Une petite maîtresse, polie et émonde avec moins de soin les géraniums, les cactus et les rhododendrons de sa jardinière de porcelaine, que ne le faisait le maître, jusqu'alors invisible du petit enclos. Monte Cristo s'arrêta après avoir refermé la porte en agrafant la ficelle à son clou, et embrassa d'un regard toute la propriété. « Il paraît, dit-il, que l'homme du télégraphe a des jardiniers à l'année ou se livre passionnément à l'agriculture. » Tout à coup,
il se heurta à quelque chose tapi derrière une brouette chargée de feuillage. Ce quelque chose se redressa en laissant échapper une exclamation qui peignait son étonnement. Et Monte Cristo se trouva en face d'un bonhomme d'une cinquantaine d'années qui ramassait des fraises qu'il plaçait sur des feuilles de vigne. Il y avait 12 feuilles de vigne et presque autant de fraises. Le bonhomme, en se relevant, faillit laisser choir fraises, feuilles et assiettes. « Vous faites votre récolte, monsieur ?» dit Monte Cristo en souriant. « Pardon, monsieur, » répondit le bonhomme en portant la main à sa casquette. « Je ne suis pas là-haut, c'est vrai, mais je viens d'en descendre à l'instant même. »« Que je ne vous gêne en rien, mon ami, » dit le comte. « Cueillez vos fraises, si toutefois il vous en reste encore. »« J'en ai encore 10, » dit l'homme, « car en voici 11, et j'en avais 21, 5 de plus que l'année dernière. Mais ce n'est pas étonnant, le printemps a été chaud cette année, et ce qu'il faut aux fraises, voyez-vous, monsieur, c'est la chaleur. Voilà pourquoi, au lieu de 16 que j'ai eu l'année passée, j'en ai cette année, voyez-vous, 11 déjà cueillis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, mon Dieu, il m'en manque 2. Elles y étaient encore hier, monsieur. Elles y étaient, j'en suis sûr. Je les ai comptées. Il faut que ce soit le fils de la mère Simon qui me les ait soufflés. Je l'ai vu rôder par ici ce matin. Ah, le petit drôle, volé dans un enclos. Il ne sait donc pas où cela peut mener. En effet, dit Monte Cristo, c'est grave. Mais vous ferez la part de la jeunesse du délinquant et de sa gourmandise. Certainement, dit le jardinier. Cependant, ce n'en est pas moins fort désagréable. Mais encore une fois, pardon, monsieur, c'est peut-être un chef que je fais attendre ainsi. Et il interrogeait d'un regard craintif le comte et son habit bleu. Rassurez-vous, mon ami, dit le comte avec ce sourire qu'il faisait à sa volonté si terrible et si bienveillant, et qui cette fois n'exprimait que la bienveillance. Je ne suis pas un chef qui vient pour vous inspecter, mais un simple voyageur, conduit par la curiosité et qui commence même à se reprocher sa visite, en voyant qu'il vous fait perdre votre temps. « Oh, mon temps n'est pas cher !» répliqua le bonhomme avec un sourire mélancolique. « Cependant, c'est le temps du gouvernement, et je ne devrais pas le perdre. Mais j'avais reçu le signal qui m'annonçait que je pouvais me reposer 1 heure. » Il jeta les yeux sur une cadran solaire, car il y avait de tout dans l'enclos de la tour de Montlhéry, même un cadran solaire. « Eh, vous le voyez, j'avais encore 10 minutes devant moi, puis mes fraises étaient mûres, et un jour de plus... D'ailleurs, croiriez-vous, monsieur, que les Loirs me les mangent ?»« Ma foi, non, je ne l'aurais pas cru, » répondit gravement Monte Cristo. « C'est un mauvais voisinage, monsieur, que celui des Loirs. Pour nous, qui ne les mangeons pas, confits dans du miel comme faisaient les Romains. »« Ah, les Romains les mangeaient, » fit le jardinier. « Ils mangeaient les Loirs. »« J'ai lu cela dans Pétrone, » dit le comte. « Vraiment, ça ne doit pas être bon, quoi qu'on dise. Gras comme un Loir. Ce n'est pas étonnant, monsieur, que les Loirs soient gras, attendu qu'ils dorment toute la sainte journée et qu'ils ne se réveillent que pour ronger toute la nuit. Tenez, l'an dernier, j'avais 4 abricots. Ils m'en ont entamé 1. J'avais un brugnon, un seul. Il est vrai que c'est un fruit rare. Eh bien, monsieur, ils me l'ont à moitié dévoré du côté de la muraille. Un brugnon superbe et qui était excellent. Je n'en ai jamais mangé de meilleur. « Vous l'avez mangé ?» demanda Monte Cristo. « C'est-à-dire, la moitié qui restait, vous comprenez bien. C'était exquis, monsieur. Ah, dame, ces messieurs-là ne choisissent pas les pires morceaux. C'est comme le fils de la mère Simon. Il n'a pas choisi les plus mauvaises fraises. Allez. Monsieur Tenay, continua l'horticulteur, soyez tranquille. Cela ne m'arrivera pas, dussé-je, quand les fruits seront près de mûrir, passer la nuit pour regarder. Monte Cristo en avait assez vu. Chaque homme a sa passion qui le mord au fond du cœur, comme chaque fruit son verre. Celle de l'homme au télégraphe, c'était l'horticulture. Il se mit à cueillir les feuilles de vigne qui cachaient les grappes au soleil, et se conquit par là le cœur du jardinier. « Monsieur était venu pour voir le télégraphe, » dit-il. « Oui, monsieur, si toutefois cela n'est pas défendu par les règlements. »« Oh, pas défendu le moins du monde, » dit le jardinier, « attendu qu'il n'a rien de dangereux, vu que personne ne sait ni ne peut savoir ce que nous disons. »« On m'a dit, en effet, reprit le comte, que vous répétiez des signaux que vous ne compreniez pas vous-même. »« Certainement, monsieur,
Et j'aime bien mieux cela, dit en riant l'homme au télégraphe. Pourquoi aimiez-vous mieux cela? Parce que de cette façon, je n'ai pas de responsabilité. Je suis une machine, moi, et pas autre chose. Et pourvu que je fonctionne, on ne m'en demande pas davantage. Diable, fit Monte Cristo en lui-même. Est-ce que par hasard je serais tombé sur un homme qui n'aurait pas d'ambition? Morbleu, ce serait jouer de malheur. Monsieur, Dit le jardinier en jetant un coup d'œil sur son cadran solaire. les 10 minutes ont expiré, je retourne à mon poste. Vous plaît-il de monter avec moi? Je vous suis. Monte Cristo entra en effet dans la tour divisée en 3 étages. Celui du bas contenait quelques instruments aratoires, tels que bêches, râteaux, arrosoirs, dressés contre la muraille. C'était tout l'ameublement. Le second était l'habitation ordinaire ou plutôt nocturne de l'employé. Il contenait quelques pauvres ustensiles de ménage, un lit, une table, 2 chaises, une fontaine de grès, plus quelques herbes sèches pendues au plafond et que le comte reconnut pour des pois de senteur et des haricots d'Espagne dont le bonhomme conservait la graine dans sa coque. Il avait étiqueté tout cela avec le soin d'un maître botaniste du jardin des plantes. Faut-il passer beaucoup de temps à étudier le télégraphie, monsieur? Demanda Monte Cristo. Ce n'est pas l'étude qui est longue, c'est le surnuméraria. Et combien reçoit-on d'appointements? 1000 francs, monsieur. Ce n'est guère. Non, mais on est logé, comme vous voyez. Monte Cristo regarda la chambre. Pourvu qu'il n'aille pas tenir à son logement, murmura-t-il. On passa au 3e étage. C'était la chambre du télégraphe. Monte Cristo regarda tour à tour les 2 poignées de fer à l'aide desquelles l'employé faisait jouer la machine. C'est fort intéressant, dit-il, mais à la longue, c'est une vie qui doit vous paraître un peu insipide. Oui, dans le commencement, cela en donne le torticolis à force de regarder. Mais au bout d'un an ou deux, on s'y fait. Et puis nous avons nos heures de récréation et nos jours de congé. Vos jours de congé? Oui. Lesquels? Ceux où il fait du brouillard. Ah, c'est juste. Ce sont mes jours de fête à moi. Je descends dans le jardin ces jours-là et je plante, je taille, je rogne, j'échenille. En somme, le temps passe. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis 10 ans. Et 5 ans de surnuméraria. 15. Vous avez 55 ans. Combien de temps de service vous faut-il pour avoir la pension? Oh, monsieur, 25 ans. Et de combien cette pension? De 100 écus. Pauvre humanité, murmura Monte Cristo. Vous dites, monsieur? Demanda l'employé. Je dis que c'est fort intéressant. Quoi? Tout ce que vous me montrez. Et vous ne comprenez rien absolument à vos signes. Rien, absolument. Vous n'avez jamais essayé de comprendre. Jamais. Pourquoi faire? Cependant, il y a des signaux qui s'adressent à vous directement. Sans doute. Et cela, vous les comprenez? Ce sont toujours les mêmes. Et ils disent rien de nouveau, vous avez une heure, ou à demain. Voilà qui est parfaitement innocent, dit le comte. Mais regardez donc, ne voit-il pas votre correspondant qui se met en mouvement? Ah, c'est vrai. Merci, monsieur. Et que vous dit-il? Est-ce quelque chose que vous comprenez? Oui. Il me demande si je suis prêt. Et vous lui répondez? Par un signe qui apprend en même temps à mon correspondant de droite que je suis prêt. Tandis qu'il invite mon correspondant de gauche à se préparer à son tour. C'est très ingénieux, dit le comte. Vous allez voir, reprit avec orgueil le bonhomme. Dans 5 minutes, il va parler. J'ai 5 minutes alors, dit Monte Cristo. C'est plus de temps qu'il ne m'en faut. Mon cher monsieur, dit-il, permettez-moi de vous faire une question. Faites. Vous aimez le jardinage? Avec passion. Et vous seriez heureux, au lieu d'avoir une terrasse de 20 pieds, d'avoir un enclos de 2 arpents? Monsieur, j'en ferai un paradis terrestre. Avec vos 1000 francs, vous vivez mal. Assez mal. Mais enfin, je vis. Oui, mais vous n'avez qu'un jardin misérable. Ah, c'est vrai. Le jardin n'est pas grand. Et encore, tel qu'il est, il est peuplé de loirs, qui dévorent tout. Ça, c'est mon fléau. Dites-moi, si vous aviez le malheur de tourner la tête, quand le correspondant de droite va marcher, je ne le verrai pas. Alors qu'arrivera-t-il? Que je ne pourrai pas repérer ces signaux. Et après? Il arriverait que,
Ne les ayant pas répétés par négligence, je serai mis à l'amende. De combien? De 100 francs. Le 10e de votre revenu, c'est joli. Ah, Fit l'employé. Cela vous est-il arrivé, dit Monte Cristo. une fois, monsieur. Une fois que je greffais un rosier noisette. Bien. Maintenant, si vous vous avisiez de changer quelque chose au signal, ou d'en transmettre un autre. Alors, c'est différent. Je serais renvoyé et je perdrais ma pension. 300 francs. 100 écus, monsieur. Aussi, vous comprenez que jamais je ne ferai rien de tout cela. Pas même pour 15 ans de vos appointements? Voyons, ceci mérite réflexion, hein? Pour 15 000 francs? Oui. Monsieur, vous m'effrayez. Bah, Monsieur, vous voulez me tenter? justement, 15 000 francs. Comprenez-vous? Monsieur, laissez-moi regarder mon correspondant de droite. Au contraire. Ne le regardez pas. Et regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Comment? Vous ne connaissez pas ces petits papiers-là? Des billets de banque. Carrés. Il y en a 15. Et à qui sont-ils? À vous, si vous voulez. À moi? S'écria l'employé suffoqué. Oh mon Dieu, oui, à vous. En toute propriété. Monsieur, voilà mon correspondant de droite qui marche. Laissez-le marcher. Monsieur, vous m'avez distrait, je vais être à l'amende. Cela vous coûtera 100 francs. Vous voyez bien que vous avez tout intérêt à prendre mes 15 billets de banque. Monsieur, le correspondant de droite s'impatiente. Il redouble ses signaux. Laissez-le faire et prenez. Le comte mit le paquet dans la main de l'employé. Maintenant, dit-il, ce n'est pas tout. Avec vos 15 000 francs, vous ne vivrez pas. J'aurai toujours ma place. Non, vous la perdrez, car vous allez faire un autre signe que celui de votre correspondant. Oh, monsieur, que me proposez-vous là? Un enfantillage. Monsieur, à moins que d'être forcé, je compte bien vous y forcer, effectivement. Et Monte Cristo tira de sa poche un autre paquet. Voici 10 autres 1000 francs, dit-il. Avec les 15 qui sont dans votre poche, cela fera 25 000. Avec 25 000 francs, vous achèterez une jolie petite maison et 2 arpents de terre. Avec les 20 000 autres, vous vous ferez 1000 francs de rente. Un jardin de 2 arpents? Et 1000 francs de rente. Mon Dieu! Mon Dieu! Mais prenez donc. Et Monte Cristo mit de force les 10 000 francs dans la main de l'employé. Que dois-je faire? Rien de bien difficile. Mais enfin! Répétez les signes que voici. Monte Cristo tira de sa poche un papier sur lequel il y avait 3 signes tout tracés, des numéros indiquant l'ordre dans lequel il devait être fait. Ce ne sera pas long, comme vous voyez. Ah oui, mais c'est pour le coup que vous aurez des brugnons et de reste. Le coup porta. Rouge de fièvre suant à grosses gouttes, le bonhomme exécuta les uns après les autres les 3 signes donnés par le comte. Malgré les effrayantes dislocations du correspondant de droite qui, ne comprenant rien à ce changement, commençait à croire que l'homme au brugnon était devenu fou. Quant au correspondant de gauche, il répéta consciencieusement les mêmes signaux qui furent recueillis définitivement au ministère de l'Intérieur. « Maintenant, vous voilà riche !» dit Monte Cristo. « Oui, répondit l'employé, mais à quel prix? » « Écoutez, mon ami, dit Monte Cristo, je ne veux pas que vous ayez des remords. Croyez-moi donc, car je vous jure, vous n'avez fait de tort à personne, et vous avez servi les projets de Dieu. » L'employé regardait les billets de banque, les palpait, les comptait. Il était pâle, il était rouge, enfin, il se précipita vers sa chambre pour boire un verre d'eau, mais il n'eut pas le temps d'arriver jusqu'à la fontaine, et il s'évanouit au milieu de ses haricots secs. 5 minutes après que la nouvelle télégraphique fut arrivée au ministère, Debray fit mettre les chevaux à son coupé et courut chez Danglars. « Votre mari a des coupons de l'emprunt espagnol ?» dit-il à la baronne. « Je crois bien. Il en a pour 6 millions. Qu'il les vende, à quelque prix que soit. Pourquoi cela? Parce que Don Carlos est sauvé de Bourges et est entré en Espagne. » « Comment savez-vous cela? Parbleu, dit Debray en haussant les épaules. Comme je sais les nouvelles. La baronne ne se le fit pas répéter 2 fois. Elle courut chez son mari, lequel courut à son tour chez son agent de change et lui ordonna de vendre à tout prix. Quand on vit que M. Danglars vendait, les fonds espagnols baissèrent aussitôt.
Danglars y perdit 500 000 francs, mais il se débarrassa de tous ses coupons. Le soir, on lut dans le Messager. Dépêche télégraphique. Le roi Don Carlos a échappé à la surveillance qu'on exerçait sur lui à Bourges et est rentré en Espagne par la frontière de Catalogne. Barcelone s'est soulevée en sa faveur. Pendant toute la soirée, il ne fut bruit que de la prévoyance de Danglars, qui avait vendu ses coupons et du bonheur de l'adjuteur, qui ne perdait que 500 000 francs sur un pareil coup. Ceux qui avaient conservé leurs coupons ou acheté ceux de Danglars se regardèrent comme ruinés et passèrent une fort mauvaise nuit. Le lendemain, on lut dans le Moniteur. C'est sans aucun fondement que le Messager a annoncé hier la fuite de Don Carlos et la révolte de Barcelone. Le roi Don Carlos n'a pas quitté Bourges, et la péninsule jouit de la plus profonde tranquillité. Un signe télégraphique mal interprété à cause du brouillard a donné lieu à cette erreur. Les fonds remontèrent d'un chiffre double de celui où ils étaient descendus. Cela fit en perte et en manque à gagner 1 million de différence pour Danglars. Bon, dit Monte Cristo à Morrel, qui se trouvait chez lui au moment où on annonçait l'étrange revirement de bourse dont Danglars avait été victime. Je viens de faire pour 25 000 francs une découverte que j'eusse payée 100 000. Que venez-vous donc de découvrir ? Demanda Maximilien. Je viens de découvrir le moyen de délivrer un jardinier des loirs qui lui mangeaient ses pêches.